RCF. Bonjour, mes invités se sont intéressés aujourd'hui aux conséquences de l'enfermement. Que ce soit la prison ou l'hôpital, les formes d'enfermement sont variées jusque dans leur durée, mais elles ont des conséquences sur les personnes qui les vivent, et c'est ce qui les a intéressés dans un livre collectif où ils ont mobilisé les sciences humaines et sociales pour porter un regard sur ces expériences. Vivre la réclusion, c'est son titre. Le livre est paru aux éditions de l'Harmattan, et pour en parler, je reçois donc ceux qui l'ont dirigé. Ici avec nous en studio, Stéphane Eas, sociologue, maître de conférences à l'université Rennes 2 et membre du laboratoire Violence, Innovation Politique, Sport et Socialisation. Bonjour Stéphane. Merci, qui rallonge pour le laboratoire. Oui. Et par téléphone, Christophe Dargère. Bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour Stéphane. Vous êtes docteur en sociologie, chercheur associé au centre Max Weber et chargé de cours au centre universitaire de Roanne. Après un livre sur les stigmates pour lequel je vous avais reçu déjà tous les deux dans ce format-là, vous êtes donc intéressé à la réclusion. On va commencer peut-être un petit peu de manière générale. Pas forcément pourquoi ce sujet, mais pourquoi pour traiter ce sujet vous avez choisi des formes extrêmement variées. Stéphane Eas, qu'ont en commun certaines des formes que vous avez choisies? J'ai cité la prison, j'ai cité l'hôpital. Avec votre expérience professionnelle, on peut y ajouter le service national. Il y a aussi les camps de concentration, il y a les ermites, il y a les bénédictines. Bref, des formes très variées dans les situations, dans les durées, dans aussi entre les formes volontaires ou des formes contraintes. Donc, qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces formes? Elles ont en commun donc des formes d'enfermement et surtout des sentiments d'enfermement qui peuvent eux aussi être très variés. Et je vais sans doute vous étonner, et je tiens à remercier déjà en premier lieu la radio qui nous accueille parce qu'elle a vraiment fait preuve d'une ouverture et d'une fidélité sans faille depuis Avec des années. plaisir. Et donc, en fait, je vais vous étonner, mais il y a plein de populations qui nous échappent encore. On aurait aimé avoir beaucoup plus d'informations sur les internats, par exemple, sur les centres de formation sportifs, sur aussi les malades immunodépressifs qui sont dans des bulles, etc., etc. Donc, c'est vraiment un premier volet, plus expérientiel, mais on s'attendait en fait à avoir une variété encore supérieure à ce que vous avez évoqué. Oui, parce que Christophe Dargère, la variété, je l'ai dit, elle est déjà énorme, et on pourrait se demander, là juste je pense en énumérant quelques-unes des situations que vous explorez, les auditeurs peuvent se poser des questions, hein. Quoi en commun les bénédictines et les centres de concentration, quoi en commun l'hôpital et la prison? Peut-être que vous pouvez aussi compléter vous-même la réponse de Stéphane Eas. Pourquoi ce choix de cette grande diversité, même si Stéphane vient de dire qu'elle n'est pas si grande qu'attendue pour vous? Alors en fait, effectivement, on pourrait se poser la question, c'est même, on pourrait dire pratiquement polémique, d'associer camps de concentration et hôpitaux, puisque évidemment que dans un camp de concentration, on va chercher à détruire la personne, dans un hôpital psychiatrique, on va chercher à la reconstruire. Moi, si vous voulez, ce que nos recherches ont permis de saisir, c'est que en fait, dans toutes ces institutions-là, on retrouve des points communs dans la manière dont les sujets sont traités, notamment au travers de l'isolement, au travers du dépouillement, de la dégradation de l'image de soi, de l'identité, au travers du fait que ces personnes-là sont fondues dans une espèce de traitement collectif qui va un petit peu dissoudre la personnalité. Et donc voilà, on a des points communs au niveau de ce que l'institution peut commettre sur les sujets, et on a aussi des points communs dans la manière dont les sujets vont réagir vis-à-vis de l'institution. On peut repérer un nombre de comportements qui sont, ma foi, génériques et qu'on peut retrouver un petit peu dans toutes les institutions qu'on a pu explorer, que ce soit au travers donc d'une secte, que ce soit au travers d'un univers carcéral, d'un univers psychiatrique, que ce soit actuellement ou que ce soit au cours de l'histoire. On peut se rendre compte qu'effectivement les individus ont des réactions qui sont communes vis-à-vis de l'institution. Alors ça peut être de la rébellion, de la soumission, à l'inverse de la conversion, c'est-à-dire que pratiquement, on a l'exemple notamment avec les capots pendant les camps de concentration, où là on a des sujets qui vont au-delà de leurs conditions de reclus, qui vont collaborer. Des détenus qui font un intermédiaire entre les autres détenus et puis les nazis qui gardent les camps. C'est ça. Voilà.
Voilà. Et donc on a aussi des comportements plutôt invisibles, transparents, des comportements de repli sur soi, mais également donc en fait on s'est intéressé à la notion de carrière également parce que effectivement quelqu'un qui est reclus dans une institution à plus ou moins long terme va mélanger ses attitudes comme ça. Il y aura peut-être au départ un sentiment de rébellion, de soumission, et puis les choses vont chaque individu va se composer une stratégie pour arriver à survivre dans ce type d'institution. Ouais. Donc on va y revenir tout à l'heure justement, Christophe Darrière, parce que ça c'est un thème important du livre que vous avez dirigé avec Stéphane Eas, mais vous l'avez dit, il y a la question de l'isolement et de l'enfermement qui est commun à toutes ces formes d'enfermement, ces formes de réclusion. On peut y ajouter aussi la rupture, la coupure avec le monde, dans un des chapitres consacrés à un hôpital psychiatrique, la femme dont l'histoire est racontée par elle d'un arrêt. Mais en revanche, je reviens toujours sur ma question, mon interrogation sur pourquoi avoir rassemblé ces formes différentes. Stéphane Eas, peut-être, elles sont différentes, peut-être aussi dans le rapport à la société. Certaines de ces formes sont des exclusions de la société, des mises au banc de la société. Mais les EHPAD, les bénédictines, c'est pas le cas. En tous les cas, il y a un travail d'institution. Mais les personnes âgées n'ont rien fait de mal pour être mises à part de la société. Alors, on peut pas l'exprimer de cette manière-là, mais effectivement, la question de l'utilité ou pas de certaines populations, de leur rentabilité, parce que nous sommes dans un contexte néolibéral dominant, de la marchandisation aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'une institution a aussi des intérêts économiques, symboliques, à maintenir des personnes et des populations enfermées. Donc, en fait, le premier texte de notre collègue belge nous montre que comment... les définitions, les appellations sont toujours dangereuses et que s'il y a des exclus, c'est-à-dire qu'il y a des excluants. Ouais. Oui, ça c'est toujours une affaire de pouvoir, de toute façon, la réclusion. Oui. La question transversale, effectivement, c'est la question du pouvoir sur soi et du pouvoir sur l'autre. Ouais. Et donc, quelles sont les différentes valences? Et comme l'a très bien indiqué Christophe, c'est-à-dire que ça évolue aussi au cours de la trajectoire d'un individu. Donc, a fortiori, au niveau collectif d'une institution, avec tous les intermédiaires, puisqu'il y a des professions qui sont dédiées à cet enfermement et à cette gestion des enfermés. Donc ça a été évoqué dans ce livre, mais le deuxième tome va le préciser, c'est-à-dire qu'il y a des intermédiaires et ces intermédiaires sont importants parce que sans eux, il n'y aurait pas maintenance, on pourrait dire, de cet enfermement. Donc c'est une affaire de pouvoir. Il y a donc ceux qui travaillent là, et puis il y a ce que Christophe Darrière vous avez commencé à dire, toutes les formes de résistance. Peut-être on peut commencer sur ce point-là par la question de l'organisation sociale. Dans l'organisation sociale plus générale, ces formes d'enfermement, même si elles isolent, même si elles enferment, elles produisent d'autres formes d'organisation, d'autres modes de solidarité qui ont quelle vocation? La résistance, la survie, la réappropriation de son identité? Oui, moi tout à fait. C'est pouvoir encore avoir le contrôle des choses, arriver comme ça. C'est le sociologue Erving Goffman qui est à l'origine de beaucoup de réflexions sur l'institution, qui lui expliquait justement au travers du concept d'adaptation secondaire comment est-ce que les gens dans l'hôpital psychiatrique notamment avaient des combines, des décals comme ça pour pouvoir se fournir de la drogue, pour pouvoir se fournir simplement des cigarettes, pour pouvoir avoir de l'alcool ou simplement prendre un petit moment de plaisir, quel qu'il soit, en parvenant à quitter les lieux de l'institution pendant un court moment. Tout ça, ça permet effectivement au sujet de contourner la vie de l'institution et de pouvoir encore quelque part résister. Je voulais en venir, moi, tout à l'heure, sur effectivement la fonction de l'institution réclusion, l'institution qui va contenir les sujets. Parce que, là encore, Goffman avait défini 5 types d'institutions qui sont très distincts. C'est-à-dire que les fonctions des institutions qui vont contenir les sujets ne sont pas du tout les mêmes. On a des institutions qui vont protéger l'individu, le sujet, de la société quelque part. Si on prend les orphelins, les maisons, si on prend les personnes qui ont des handicaps physiques ou intellectuels, ce ne sont pas des personnes dangereuses, mais ce sont des personnes qui seraient en danger dans notre société. Donc là, la fonction de l'institution finalement, c'est de la contenir, de la protéger. Ensuite, on a des fonctions d'institution qui vont être un petit peu un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on a des institutions qui vont
protéger le sujet, mais qui vont aussi protéger la société de ces sujets. On pense notamment aux institutions psychiatriques ou médico-sociales. Et puis on a d'autres institutions, ça va être le contraire, comme l'univers carcéral. Ça va être de protéger la société de certains sujets violents. Donc ça, c'est les 3 types de fonctions de société, d'institutions qui vont être les plus courants. Après, effectivement, vous évoquiez aussi les ruptures idéologiques qui sont volontaires cette fois-ci, comme les monastères, les couvents. Ensuite, là où c'est beaucoup plus tendancieux, et ce qui va faire l'objet je vais faire un petit peu de promo pour toi, Stéphane, ce qui va faire l'objet d'un colloque, c'est effectivement les sectes. Qu'est-ce qu'on va, où est l'adhésion volontaire à l'institution, où est la manipulation mentale? Là, les frontières sont extrêmement floues et extrêmement complexes. Et du coup, ça interroge vraiment le pouvoir de l'institution sur le sujet, sur le corps. Oui, Voilà. ça veut dire, Stéphane Déas, par rapport à ce que vient de dire Christophe Dargère, que je commençais à lui poser la question de l'organisation sociale qui se met en mouvement, qui s'invente. Elles ne peuvent finalement se créer, ces organisations, que si c'est un enfermement contraint et un enfermement dont on sait qu'on est enfermé. La secte, les adeptes sont tellement dépossédés d'une partie d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas le ressentir. C'est que dans ces cas-là que l'organisation sociale peut se mettre en place, des solidarités peuvent se mettre en place? Non, heureusement, les solidarités se mettent en place tout le temps, quel que soit le contexte, quelles que soient les situations. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut adapter nos grilles de lecture et rendre nos catégories un petit peu plus poreuses et un petit peu moins hermétiques. Donc, la question de la dépendance et de l'influence est essentielle, mais l'être humain est influencé quelles que soient ses actions, quelles que soient ses situations. Et d'ailleurs, sans être influencé, est-ce qu'on peut vivre ? Du coup, effectivement, les frontières sont complexes et la question du pouvoir sur l'autre et sur soi-même est elle-même compliquée. Lorsqu'il y a un déni, par exemple, par la personne dans telle situation, d'être influencé au point d'être désapproprié de son argent, de son héritage, de ses relations avec ses enfants, par exemple. C'est ce qu'on voit notamment dans les sectes. Donc, les frontières sont floues et notre... Alors, je veux bien croire pas croire, mais en tous les cas, penser que notre ouvrage pourrait apparaître comme étant trop varié. Mais encore une fois, la vie est plurielle. J'ai pas dit trop. La vie est plurielle et donc les formes d'influence sont elles-mêmes plurielles, les formes de pouvoir sont variables et variées. Et donc, on a voulu pointer ça. Bon, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur la question de la solidarité, puisqu'on est dans un lieu, un espace de solidarité. Il a fallu déployer aussi des trésors d'ingéniosité, notamment de la part de Christophe, pour que certains de nos collègues nous fassent confiance aussi, et certaines personnes nous fassent à nouveau confiance, puisqu'ils ont été influencés, parfois réprimés dans leur comportement. Le fait de rendre public leur expérience a été en soi une question majeure déontologique, éthique et une barrière, il faut bien le dire. Ce qui revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a encore des barrières à faire tomber. Il y a encore des expériences qui ne sont pas rendues publiques. Donc là, voilà, on a une vingtaine d'expériences qui sont rendues publiques. C'est un bon début et on est très content du produit final. Voilà. Mais qui disent effectivement quelque chose du risque de dépersonnalisation. Ça, c'est un thème qui arrive au milieu de votre livre. La perte de soi, elle est inévitable dans ces lieux d'enfermement. Total ou partiel, hein. Je sais pas, Christophe Dargère ou Stéphane Déas. Christophe Dargère. On en était tout à l'heure, ça va me permettre de rebondir aussi sur ce qu'on disait, c'est oui, la perte d'identité, elle se fait à partir du moment où on lâche prise vis-à-vis où on arrête d'être en résistance vis-à-vis de l'institution. Et pour le coup, ça dépend de la force de l'idéologie de l'institution, mais c'est très variable. C'est-à-dire qu'on a des institutions qui vont être relativement tolérantes vis-à-vis de la manière dont vont évoluer les sujets en son sein, et on en a d'autres qui vont être relativement violentes pour pouvoir manipuler, pour pouvoir avoir le sujet qu'elles désirent avoir. Je vais prendre l'exemple, peut-être aller un peu loin, mais de la contention chimique qu'on peut avoir dans certaines institutions, et pas nécessairement psychiatriques, mais aussi des institutions carcérales. Donc on a ici des sujets qui vont après s'adoucir et avoir des comportements qui vont correspondre à ce qui est attendu d'eux.
en perdant donc toute forme de personnalisation. Moi, je l'ai très bien expérimenté quand j'étais enseignant en institut médico-professionnel, où là, effectivement, quand on avait des sujets qui posaient de gros problèmes, eh bien, ils avaient une contention chimique, ils étaient sous traitement, et puis après, on avait nos petits sujets qui étaient parfaits, qui correspondaient tout à fait à ce qu'on attendait d'eux, qui ne posaient plus de problème. Donc voilà, la contention chimique est un exemple, la manipulation mentale peut en être un autre, alors quelle qu'elle soit, insidieuse, sournoise, celle qu'on peut rencontrer dans les sectes, mais aussi évidemment d'une manière beaucoup plus violente, sous forme de terreur, telle que celle qu'on a pu observer notamment dans les camps de concentration. Oui, Stéphane Héras. Ou dans les galères aussi, parce qu'il y a un très beau texte de Grégory Berillet qui montre comment cette incarcération est aussi l'objet d'une construction sociale au long cours. Et donc enfermer les gens, les contraindre dans tel ou tel lieu, ça peut être un bateau, ça peut être un bagne, ça peut être une prison ou un centre. Est-ce qu'une distinction entre tous ces lieux, c'est s'il y a la possibilité d'avoir un lieu refuge, c'est une expression que l'on trouve dans le chapitre consacré aux bénédictines, c'est-à-dire dans ces lieux qui parfois peuvent écraser l'individu, dans lequel se recompose la question entre l'individu et le collectif. Il y a certains lieux où il y a la possibilité d'avoir un lieu refuge, un lieu à soi, caché, dans lequel on peut exister pleinement, et d'autres lieux où ce n'est pas du tout possible. Est-ce que ça, pour vous, c'est une des grandes différences dans ces manières de vivre la réclusion ? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a toujours des lieux refuges, quel que soit le contexte. Donc, mais je sais pas, Christophe Dargère. Que ces lieux soient d'ailleurs physiques, repérés, ou qu'ils soient... c'est pas des lieux mentaux. Dans beaucoup d'institutions, il y a des espaces physiques qui vont échapper comme ça un petit peu au personnel. Là, je pense notamment dans le carnet qu'on a publié, le carnet du soldat de la Première Guerre mondiale, qui explique comment ils avaient fait une énorme cachette sous leur cellule, une cachette où qui pouvait recevoir une cinquantaine de personnes. Ils faisaient des petits banquets, ils faisaient des rencontres comme ça, des espèces de petits meetings politiques où ils étaient super nombreux en dessous de... Voilà. Donc, oui, parce que vous racontez un soldat français de la Première Guerre mondiale prisonnier dans les camps allemands. Il faut rajouter cette... C'est pour ça, comprendre. exactement. Ouais. On a ça, et puis on a évidemment ce que certains prisonniers vont vous dire, que certes ils sont enfermés dans les murs, mais qu'ils ont une liberté d'esprit qui est inviolable, qui est intouchable. Donc c'est aussi à la force psychologique de chacun. Certaines personnes sont parfaitement libres d'esprit, bien que incarcérées. Mais on a aussi tout un imaginaire à notre disposition. C'est-à-dire que j'en ai même jamais discuté avec Christophe, mais moi, à l'origine de cet ouvrage, j'avais en tête des films qui ont romantisé cette réclusion. Je pense à Papillon ou Alcatraz, avec des figures presque tutélaires, quoi, de la résistance et de la mobilisation, du soutien, la solidarité entre les personnes récluses et enfermées. Donc oui, il y a aussi cet imaginaire qui participe beaucoup à la manière dont on peut vivre un enfermement. Et puis, à ce sujet, on peut effectivement ajouter le magnifique texte que notre ami sociologue belge Philippe Vienne a fait en partant justement du cinéma, puisque lui, il a repris deux magnifiques films d'Alan Parker qui sont Midnight Express et Birdie, qui évoque des conditions de réclusion. Donc le premier dans une prison turque et le second dans un hôpital psychiatrique, je crois, Birdie. Oui. Tout à fait, c'est ça. Et là, il nous fait il nous fait dialoguer ces deux films, ces deux monuments du cinéma qui sont vraiment très très parlants d'un point de vue de la réclusion, et qui exprime vraiment tout ce que peut ressentir un personnage victime de la réclusion, notamment Birdie, où là on a deux jeunes qui ont fait la guerre du Vietnam. L'un est complètement prisonnier de son corps, de son apparence, et l'autre est complètement prisonnier de son esprit, puisqu'il a été traumatisé pendant cette guerre. Et de voir ces deux jeunes comme ça essayer de céder à résister à l'institution qui est de plus en plus maltraitante, puisque Birdie, lui, essaye ne parvient plus à résister à la machine institutionnelle qui fait de lui un objet, finalement, du fait de toute cette violence qui le martyrise.
Donc effectivement, oui, chaque sujet est à même ou pas à même de réagir vis-à-vis de la force de la violence de l'institution. Et j'insisterai juste, rajouterai juste qu'il y a le poids de la tutélaire, de la figure tutélaire pour le rappeler. C'est-à-dire que nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes des porte-voix quelque part mais il y a des personnes chevilles, comme le dit très bien une de nos auteurs dans son texte. Il y a comme les figures de résilience de Boris Cyrulnik, il y a des tuteurs et des tutrices. Et donc il faut, pour s'en sortir aussi, être capable d'être tutoré, d'accepter d'être tutoré. Ce qui montre toute l'ambivalence justement de la sortie de l'enfermement. Ouais. Terminons par la sortie de cet enfermement. Alors quand il est sorti, parce que les camps de concentration, on sait ce qui est arrivé pour une partie de ceux qui ont été enfermées. Elles sont évidemment très différentes aussi. Il y a la question de comment vivre avec le pire qui est posée notamment par Guillaume Descaves dans son article sur les prisons françaises en 43-44. Mais on la retrouve à plusieurs reprises. La possibilité d'avoir été à plusieurs, la possibilité d'avoir eu l'occasion de rencontres avec l'altérité en prison. Est-ce qu'elle joue un rôle dans la manière de pouvoir revivre après? Il y a des lieux qui désocialisent totalement et des lieux qui sont juste des étapes transitoires pour se resocialiser. Est-ce que ça, pour vous, c'est une grande différence dans les manières de vivre après l'enfermement? Stéphane Eas. Je ne saurais pas dire. En fait, parce que je pense qu'on n'est jamais tout à fait désocialisé, en fait. Et donc, on est resocialisable. Ouais. Enfin, il y a comme l'article de Omar Zana et Jean-Philippe Melchior, alors qui est consacré aux prisons françaises, quand même, montre quelque chose d'assez inquiétant. C'est-à-dire que pour le confort des détenus, eh bien, les douches ne sont plus collectives, mais sont dans les prisons. Ça peut être une bonne chose, évidemment. Sauf que aller à la douche était un acte social qui disparaît. Alors ce n'est pas forcément pour le confort des détenus. Il se trouve aussi pour la sécurité aussi, voilà. C'est la question de la sécurisation des espaces et de la déshumanisation des espaces avec le contrôle vidéo notamment et permanent. Ça c'est dans les maisons d'arrêt, ouais. Donc effectivement, les solidarités. Attendez, alors Stéphane Eas finit, puis ensuite Christophe Darger. Les complicités, les solidarités, parfois s'appuient sur des procédures matérielles, sur des supports matériels qui peuvent paraître de l'extérieur affligeants, avec une hygiène douteuse, etc. Mais avec des exactions, y compris sexuelles, dans les douches, par exemple, dans les prisons, mais aussi des avantages, des intérêts. Donc voilà, la situation est complexe. Et puis Christophe Darger pour terminer. Oui, simplement, par expérience personnelle, puisque moi j'ai exercé pendant 8 ans en institution médico-professionnelle, donc on peut considérer quelque part que moi ça a été tout le travail de ma thèse de doctorat, d'essayer de démontrer que c'était une institution enfermante et stigmatisante. Y avoir exercé pendant 8 ans est aussi, alors c'est une très belle expérience d'un côté, puisque humainement, socialement, d'un point de vue pédagogique, professionnel, c'est très gratifiant de travailler dans ce genre d'institution. Il y a de très belles rencontres, de très belles choses qu'on peut faire. Cela étant, moi je me souviens, ça fait un petit moment déjà, mais c'est vivre dans une espèce d'institution recluse comme ça, c'est très marquant. C'est très marquant à plusieurs niveaux. Et ça, pour répondre à votre question, effectivement, je suppose que quelqu'un qui a fait l'objet d'une contention, notamment qui est imposée, quelle qu'elle soit, psychiatrique ou carcérale, je suis évidemment convaincu que ça la marquera pour toute sa vie, ça c'est clair. Pour en savoir davantage, je renvoie à la lecture du livre que vous avez tous les deux dirigé aux éditions L'Harmattan, Vivre la réclusion, expérience plurielle de l'enfermement. C'est son titre et son sous-titre. Christophe Darger et Stéphane Eas. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on peut retrouver une version longue de cet entretien en podcast sur notre site rcf.fr.